Bonjour tout le monde. On est à quelques jours de l'entrée en vigueur de Santé Québec. Je veux rappeler initialement l'engagement de la CAQ à l'effet qu'on allait attendre un maximum de 90 minutes à l'urgence. Alors, je vous donne les chiffres en date de ce matin qui ne changeront pas dimanche avec l'arrivée de Santé Québec. Alors, à l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke, on attend 9h42 minutes. On n'attend pas 90 minutes. Au CHUM, on attend 9h30. À l'hôpital Le Royer de Bécomo, c'est 8h58. À l'hôpital Anna-Laberge, Châteauquay, 8h56. Hôpital de Sept-Îles, 8h31. Hôpital Lakeshore, 8h28. Gatineau, Val-d'Or, La Chine, Fleury, Saint-Eustache, Rimouski, plus de 7 heures. Ça, c'est la réalité. Au-delà des structures, un patient qui doit se rendre à l'urgence de son centre hospitalier le plus près attend de nombreuses heures et non 90 minutes. Alors, quant à la crédibilité de la CAQ en matière de santé, ils aimeraient qu'on ait oublié cet engagement de 2018. Bien, on a une bonne mémoire. Et les gens qui attendent à l'urgence ont le temps d'y penser aussi. Alors ça, c'est la réalité. C'est ça qui est le concret. Tout le reste, c'est des débats structures. C'est une façon pour le gouvernement de se déresponsabiliser. Vous savez quoi? Il va quand même continuer de poser des questions à Christian Dubé en Chambre pour le reste de son mandat. Par ailleurs, on apprend que le ministre Simon Jolin Barrette a écrit à Ottawa, au gouvernement fédéral, pour lui demander d'en finir avec l'exemption religieuse, donc qui permet en réalité de tenir un discours haineux de manière publique et de ne pas être poursuivi criminellement. Le ministre Jolin Barrette dit qu'en maintenant cette exception en place, le gouvernement du Canada perpétue des failles légales qui contribuent au repli sur soi, au communautarisme et à l'exclusion sociale, protégeant ainsi des comportements et des discours qui mènent à la discrimination et à la violence, dit-il donc dans sa lettre. Nous, on est avec le ministre dans ce combat-là. On pense que c'est très important de mettre fin à cette exemption dans le Code criminel du Canada. D'ailleurs, le 22 mai 2024, donc il y a quelques mois, on a proposé à l'Assemblée nationale une motion qui demandait à l'Assemblée de réaffirmer le caractère laïque de l'État du Québec, qui implique que les discours publics référant à la religion ou contenant les opinions basées sur la religion soient traités de la même façon que les autres discours publics, qu'elle affirme, l'Assemblée nationale, qu'une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux ne devrait pas pouvoir justifier un discours haineux. Et en conséquence, on demandait au Parlement du Canada d'abroger l'exception religieuse qui est prévue aux articles 319.3b et 319.3.1b du Code criminel. C'est à faire et il n'y a aucune raison pour laquelle on devrait attendre plus longtemps avant d'abroger ces dispositions qui permettent des discours qu'on a entendus dans les rues au Québec et c'est inacceptable. On apprend ce matin que le journaliste, que la tête du journaliste Daniel Renault a été mise à prix par le crime organisé, qu'on voulait l'éliminer. Quelles sont vos réactions par rapport à ça? Notre première réaction en est une d'exprimer à M. Renault, à sa famille, à ses proches, qu'on est avec lui. Ça doit être des moments difficiles qu'il vive avec ses proches. On est avec eux, on pense à eux. Ça doit être stressant, ça doit être très difficile. Donc, il faut penser à l'être humain avant tout. Le travail des journalistes dans ce genre de dossier est absolument essentiel. Partout sur la planète, le travail des journalistes là-dessus est essentiel. On l'a vu aussi, c'est arrivé précédemment au Québec, il y a des précédents très malheureux et ce qu'on veut, c'est que les journalistes puissent continuer ce travail-là avec toutes les protections possibles dans le plus grand contexte de sécurité possible. Et ça veut dire qu'il faut se poser la question donc de la liberté journalistique. Elle est liée aussi à la façon dont on conduit la lutte au crime organisé au Québec. Et est-ce qu'actuellement, on s'est doté de tous les moyens, de toutes les politiques? Est-ce qu'on a revisé de fond en comble les stratégies, les politiques publiques et les budgets qui y sont consacrés? Ça fait des semaines, nous, qu'on pose ces questions-là à l'Assemblée nationale. Ça fait des semaines qu'on demande au ministre de la Sécurité publique de s'assurer que les corps de police ont les moyens, que les intervenants de la société civile et que même les forces policières aient les moyens aussi pour agir sur le plan communautaire. On a mis fin à des programmes de police communautaire, notamment à Montréal. Pourquoi? Alors que tout le monde disait que ça fonctionnait, que ça contribuait à prévenir. Ça, c'est sur le plan de la prévention. Maintenant, sur le plan de la lutte au crime organisé, on a des corps de police qui ont réclamé
qui ont réclamé à haut cri pendant des semaines d'avoir les moyens, puis le gouvernement disait non. Il a fallu lui tordre un bras pour qu'il s'assoie finalement avec les corps de police, puis qu'il donne un peu de moyens. Nous, on demande un mandat d'initiative depuis le 9 octobre. Le 9 octobre, on a écrit pour demander un mandat d'initiative, qu'il y ait une commission parlementaire qui soit créée pour qu'on entende les experts, les corps policiers, les organisations communautaires, les juristes pour venir nous dire c'est quoi le constat aujourd'hui en 2024, alors que le crime organisé a beaucoup changé, alors qu'il y a des nouvelles méthodes, notamment de recrutement des jeunes, mais c'est de se poser les bonnes questions, de faire des constats pour être capable d'agir rapidement et efficacement sur le terrain. On attend toujours une réponse. 9 octobre. Est-ce que vous considérez que c'est le Far West actuellement, entre autres à Montréal? On sait qu'il y a eu une grosse mouvance dans les groupes criminalisés. Là. Si on retourne à l'époque des Dubois, les Italiens, les autres groupes, les Hells Angels et les gangs de motards et les bandes de rue, les gangs criminalisés de rue, là, qui n'ont pas vraiment de structure. Est-ce qu'il y a moyen de donner les outils nécessaires pour les corps de police de surveiller tout ça? Très troublant. C'est à quoi on assiste. Inquiétant. Cette désorganisation du crime organisé, dont plusieurs parlent, l'apparition de nouveaux groupes, de nouvelles méthodes, l'utilisation des réseaux sociaux comme méthode de recrutement. Aujourd'hui, qu'on apprenne donc que des journalistes qui font leur travail, qui exercent la liberté de presse, soient menacés, c'est troublant. Et c'est pour ça qu'il faut agir de manière raisonnée, de manière ordonnée. On propose, nous, que le gouvernement du Québec en fasse un sujet de préoccupation. Les Québécoises et les Québécois sont préoccupés. On l'a entendu là, quand il y a eu la... Bien, j'allais dire qu'il y a eu la vague d'incendies criminels là, qui n'est pas terminée, là, des incendies criminels, des jeunes qui sont utilisés comme chair à canon, qui sont recrutés, alors qu'ils sont mineurs, qui sont recrutés, qui participent à cette guerre-là. Il y a eu l'incident ici sur la Rive-Sud avec un jeune qui a été retrouvé, carbonisé. C'est inquiétant, tout ça. Alors, qu'est-ce que le gouvernement fait? Nous, on a proposé qu'on se pose les questions, qu'on fasse le constat. Parce que la situation aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a 6 mois, n'est certainement pas la même qu'il y a 3 ans, alors que le ministre de la Sécurité publique nous a dit « Oui, mais moi, j'ai mon plan, ça a été établi, puis c'était comme ça, puis il y avait des budgets. » C'est le temps de s'adapter, c'est le temps du dialogue, c'est le temps de la réflexion pour être capable d'agir rapidement sur le terrain. Juste clarifier, est-ce que vous voyez un lien entre la situation qui implique M. Renault et cette dégradation-là là, de la façon dont le crime organisé, dégradation, peut-être pas le bon nom, mais cette espèce de Far West, comme disait mon collègue, là, et le fait que le gouvernement peut-être n'agisse pas assez là-dessus, faites-vous un lien? Est-ce que... Bien, d'une part, ce n'est malheureusement pas la première fois qu'il y a des journalistes qui font leur travail, qui exercent leur liberté journalistique, qui font des enquêtes là-dessus, font l'objet de telles menaces. Malheureusement, ce n'est pas la première fois. Mais là, cette fois-ci, ça s'inscrit dans un contexte plus large. Ce contexte plus large, c'est une évolution rapide sur le terrain des techniques, des méthodes de ces groupes armés, de ces groupes criminels organisés, parfois moins organisés, qui se livrent une guerre, mais dont parfois, malheureusement trop souvent, ce sont aussi les gens qui sont victimes. Tout le monde peut en être victime. On l'a vu dans les rues, pas seulement de Montréal d'ailleurs. On l'a vu partout au Québec, ce phénomène-là. Alors, la question, c'est quelle est la stratégie du gouvernement? Pourquoi refuse-t-il que les parlementaires, les élus du Québec se penchent sur cette question-là pour écouter les gens qui ont des choses à nous dire? Et on les entend parfois sur vos ondes. Il y a des gens qui l'ont analysé, qui ont des propositions à faire. Nous, c'est ce qu'on veut faire pour agir rapidement sur le terrain. Est-ce que M. Bonardel est l'homme de la situation dans ce cas-ci? Il ne sort pas beaucoup quand il y a des cas comme ça que vous soulevez. On ne l'a pas vu prendre la parole beaucoup sur la question du crime qui se désorganise. On aimerait vraiment voir le ministre Bonardel se montrer ouvert, se montrer proactif pour avoir cette réflexion-là. C'était une main tendue, le mandat d'initiative, là. On n'a pas décidé qu'on allait faire ça pour coincer quelqu'un quelque part, là, pour des intérêts politiques. On a écouté les parents. Les parents sont venus nous voir. Les organisations communautaires sont venues nous voir. Nous ont dit c'est encore pire
que ce qui est rapporté, parce qu'il y a une loi du silence qui est imposée. Alors, on veut les entendre, ces gens-là. On veut réfléchir pour être capable d'agir. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour nous dire oui? Ajouter un petit élément. Écoutez, il y a un homme qui a été tué en plein jour à Montjoly, il y a quelques mois. Il y a des enjeux sur la Côte-Nord, partout au Québec. Ce n'est plus que Montréal. Le crime organisé est violent. Il y a des règlements de compte, il y a des exécutions, il y a des meurtres un peu partout au Québec. Ça dépasse largement les territoires du SPVM ou de la police de Québec. Alors, ça nous préoccupe tous. Le public est drôlement intéressé. L'enjeu de la sécurité, l'enjeu de l'ordre, l'enjeu de la lutte aux stupéfiants, au proxénétisme, surtout juvénile. D'ailleurs, ce qu'on nous annonce de l'émission JE ce soir à venir est particulièrement troublant. Donc, c'est un enjeu qui n'est plus que montréalais. Et je sens bien, alors là-dessus, on peut compter sur notre concours. Le Parti québécois a une vaste expérience en ces domaines. On se souvient, il y a 30 ans cette année, il y avait eu l'escouade Carcajou pour lutter contre le crime organisé. Si on veut y aller de l'avant, bien, on va certainement contribuer. On n'est pas là. Sur les classes de francisation. Juste à propos des écrans, le gouvernement Albanese vient d'interdire aux jeunes de 16 ans et moins, ou de moins de 16 ans, désolé. En Australie, ça? En Australie, oui, d'avoir accès aux réseaux sociaux. Est-ce que c'est une voie qu'on devrait suivre ici? Est-ce que vous enlignez là-dessus à la commission spéciale? Bon, alors, je suis un des commissaires, là. Je ne veux pas prendre position de façon personnelle, mais évidemment, on n'est pas insensible à ce qui se passe ailleurs, particulièrement en Australie. C'est sûr que l'enjeu de la majorité numérique est un enjeu sur lequel on devra trancher à terme. C'est au printemps qu'on remet le rapport. Donc, pour l'instant, on n'en est pas là. On a fait un certain nombre de constats. On va continuer de rencontrer de nouveaux experts. On a fini pour les jeunes. On a fait le tour de toutes les écoles. On a rencontré beaucoup de jeunes. Mais je sais bien qu'on devrait trancher cette question-là. Mais pour l'instant, on n'a pas d'annonce à faire. J'avais une question pour M. Paradis comme avocat. Pour Maître Paradis. Comme avocat? L'exemption religieuse sur le discours haineux, est-ce Oui. que c'est quelque chose qui est réellement utilisé à votre connaissance ou est-ce que ce serait plus une mesure préventive? Bien, c'est une question que là, ça se trouve dans le code criminel actuellement. Et c'est sûr que ça influence le travail des policiers, le travail des enquêteurs et le travail des avocats aussi, parce que quand vient le temps de dire, bien, il se passe ça dans les rues, tous ceux qui doivent travailler à contrer ce genre de discours-là se disent, bien, voici ce à quoi je fais face. Je fais face à un article qui va dire que, bien, si j'essaie de porter des accusations, si j'essaie de me rendre au tribunal avec ça, ça va être difficile d'obtenir une condamnation parce qu'on va invoquer contre les accusations la défense du discours basé sur des fins religieuses. Donc oui, j'ai parlé à beaucoup d'intervenants dans le milieu de la justice et ils nous disent, bien, cette disposition-là nous empêche de faire une partie de notre travail parce qu'elle est là, puis ça va faire en sorte... Il y a des choix que les procureurs doivent faire, notamment sur les dossiers qu'ils vont amener devant les tribunaux, les accusations qui vont être portées, pour savoir, il faut qu'il y ait une chance raisonnable de fonctionner. Donc cet article-là, il nuit actuellement à une lutte efficace au discours haineux. Et pensez-y à sa face même, quand on regarde ça, qu'est-ce qui, en 2024, justifie une telle disposition qui dit « Vous avez le droit de faire des discours haineux, d'appeler à la haine dans les rues du Québec parce que vous vous basez sur le fait que c'est un discours religieux. » C'est inacceptable. Question pour Prof. Bérubé. Ça sera la dernière en France. Chacun un titre professionnel. Les classes de francisation que le gouvernement... Les 1300 classes de francisation que le gouvernement a créées là, à temps partiel, ça ne plaît pas du tout à plusieurs personnes. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que c'est une façon pour le gouvernement de dire, finalement, on ne coupe pas? Alors, le prof va passer ça à maître parce que c'est une de ses causes. L'avis de recherche que j'ai lancé au début du mois d'octobre est toujours en vigueur. Le gouvernement aura beau faire des annonces puis montrer des tableaux, il reste qu'il y a 450 professeurs et professionnels de la francisation qui ont perdu leur emploi dans les dernières semaines. Le gouvernement continue à nier ça. Ils ont écrit des lettres, ils m'ont écrit des lettres, je les ai rencontrés à des événements devant les centres de francisation. Ils sont là, ils ont perdu leur emploi. C'est des gens qui ont une expertise qu'ils faisaient, ça fonctionnait et ça contribuait à la francisation, à l'accueil et à l'intégration des personnes migrantes. Moi, j'attends toujours de savoir où est-ce qu'ils se donnent à Québec les nouveaux cours. On ne m'a toujours pas dit où. Et surtout, quel type de cours?
Parce que là, on les a vus, là, sur les pages Internet de Facebook et autres médias sociaux de Francisation Québec. Vous irez voir ça par vous-même. On demande des agents, des formateurs. Ce n'est pas des professeurs, ça. Donc là, on nous parle de groupe. Quel type de cours? Même dans ce qui est rapporté ce matin dans les médias, il y a des étudiants qui disent « Je ne peux même pas y aller à ces cours-là, on me les a offerts, mais c'est des cours à temps partiel de soir. Je ne peux pas y aller. » Donc, on a remplacé quelque chose qui fonctionnait. Si on revient là, à la base, là, le gouvernement de la CAQ contribue à ce que les seuils d'immigration explosent, augmentent de façon stratosphérique. Donc, il y a un nombre de personnes à franciser beaucoup plus important qu'avant. Et qu'est-ce qu'il fait après pour la francisation dont il dit qu'elle est essentielle à la survie de la nation? C'est lui-même, c'est le gouvernement qui dit ça. Il coupe les ressources existantes. Il coupe des cours qui fonctionnent dans des centres qui le font depuis des décennies, puis il remplace ça par de la paperasse, par de la bureaucratie. Je les ai rencontrés, là, des personnes nouvellement arrivées à Québec qui cherchent à s'inscrire. Ils ne sont même pas capables de s'inscrire parce que le formulaire est trop compliqué. On Santé Québec, Sure. you mentioned it earlier, its mandate is about to start. Are you expecting to see any changes in the We healthcare don't have any system? expectation. The only thing that's going to happen is Mr. Dubé going to say every single time we ask for a result, ask Santé Québec. So bad news for Mr. Dubé. He's still the Minister of Health, and we're going to ask a tough question until he leaves politics in 2026. Did he say that he's going to run again? Ask him. Do you think Quebecers will see any difference in the quality of their health care? I don't think so. Remember when Mr. Legault said that he wants to create some well-paid job? The answer is the people in charge of Santé Québec. They win big time. 90 minutes of waits in Yeah, the I have emergencies. some number for you. Yes, could you quote those for us? Hôtel Dieu de Sherbrooke, 9 hours 42 minutes. CHUM, 9 hours 30 minutes. Hôpital Le Royer in Bécomo, 8 hours 58 minutes. Hôpital Anna-Laberge in Châteauguay, 8 hours 56 minutes. Hôpital de Sept-Îles, 8 hours 31 minutes. Lakeshore, 8 hours 28 minutes. And Val-d'Or, Lachine, Fleury, Saint-Eustache, and Rimouski as well, more than 7 hours. So it's a major fail. And if there any fail cam in the next week in Quebec, I hope that Christian Dubé is going to be there for a conference. As That's a you. public security critic, Daniel Renaud, the fact that there was 100,000 contract issued to get, to basically get rid of them, I mean, like, that's worrisome for you. First of all, our thoughts are with Mr. Renaud, his family, his close ones. These are indeed tough times, so we are thinking about him, and this is quite a concern, quite a shock. That is such a contract on the head of Mr. Renaud, who is just doing his job, exercising his liberty to inquire, to investigate about the facts. It's very concerning. Now, Organized crime. that there is a very concerning increase in the number of crimes. I've been talking about this for the past few weeks, the past few months. We've called on Minister Bonnardel to act very decisively on these issues, and it's not what's happening. For months, we've been asking Minister Bonnardel to sit with police chiefs in Montreal, in Quebec, and throughout Quebec to make sure that they have the tools and budgets to properly fight against these new phenomena that are developing throughout Quebec, not only in Montreal, not only in Quebec, but throughout Quebec. Why did he cut resources for community police forces in Montreal and elsewhere in Quebec? This is mind-boggling at the present time because we need prevention and we need fighting organized crime. We called on the creation of a special commission here at the National Assembly to discuss these things, these very topics, to listen to experts. It was October 9th. We're still waiting for a simple reply. What do you think about what's being done in Australia? About With social media, and Well, I know it's being studied. Screens are being studied here. Numeral
Numeric majority, I don't know if we should call it this way. It's a major concern for us at the Commission. So we didn't take any decision yet because the report is going to be public next spring. So, but it's a major concern for us. Should we have this kind of majority in Quebec? And if we said so, how can we make sure that it's going to be respect? So it's a hard question, but it's a question for us. Tout à l'heure, Emmanuel m'a coupé l'herbe sous le pied. Mais une dernière sur le projet de loi sur l'énergie, parce qu'on s'en est parlé. Là, il y a une séance qui a été annulée. Il y a des oui-dire selon quoi il y aurait peut-être des conflits sur les amendements apportés au projet de loi. Pourquoi ça ne siège pas actuellement, selon vous, sur l'énergie, alors que c'était une pièce importante du gouvernement? Très bonne question. Très bonne question. J'aimerais bien entendre la ministre Fréchette sur les raisons qui expliquent le fait que le projet de loi a été inscrit, puis ensuite il a été retiré. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on envisage des changements majeurs? C'est une réforme qui va avoir des impacts pour des décennies sur l'avenir économique et l'avenir énergétique du Québec. Plusieurs ont demandé, de tous les horizons, ont demandé que ce projet de loi soit retiré et soit réécrit parce que c'est l'œuvre de Pierre Fitzgibbon, l'ancien ministre. Ça porte son empreinte à toutes les pages. Alors, est-ce que la ministre veut s'identifier et être simplement la légataire de l'ancien ministre ou elle veut faire quelque chose de différent? Nous, on l'invite toujours à retirer ce projet de loi-là, à retourner faire ses devoirs après avoir consulté les Québécois et les Québécoises sur les questions essentielles pour notre avenir, notamment celle de la privatisation du secteur de l'énergie, parce que ce projet de loi-là ouvre tout grand la porte à la privatisation. Le projet de loi aussi, dans ses termes mêmes, prévoit des hausses des tarifs pour les foyers québécois. Il n'y a eu aucune discussion au Québec là-dessus. Alors, ayons une discussion et sur la base des grandes orientations que le gouvernement doit nous présenter en tout premier lieu. Ensuite, on préparera un projet de loi qui nous fait cheminer vers la planification que le gouvernement aura présentée. Mais actuellement, on n'en a aucune planification gouvernementale. Aucune. On ne sait pas où le gouvernement veut aller avec sa politique énergétique. De voir que le menu législatif est aussi mince en fin de session. Tantôt, M. Leduc disait, je ne sais même pas ce qu'on va faire ici la semaine prochaine. Bon, là, je n'ai pas le détail du menu législatif pour la semaine prochaine. Moi, je peux quand même dire que j'ai suivi, je pense, 7 ou 8 projets de loi dans les dernières semaines. Je pense qu'il faut reconnaître que quand même, il y a eu une activité législative significative dans les dernières semaines, que tous les parlementaires y ont contribué. Merci.